Non, ça n'est pas à l'ordre du jour. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une intervention disparate, puisque en parlant avec Christelle, elle me disait oui, ça serait quand même intéressant que tu nous présentes l'INCC criminaux, mais ça serait intéressant aussi que tu nous dises sur quoi tu travailles. Donc, il y a un double titre, la criminologie à l'INCC et la mobilité dans notre société, une intervention disparate. Donc, je vais commencer par une présentation de ce que c'est l'INCC criminaux ou la direction opérationnelle criminologie de l'INCC. Alors, l'INCC est un établissement scientifique fédéral. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, les musées royaux d'art et d'histoire, la Bibliothèque royale, le musée de Tervuren ou le musée d'histoire naturelle sont des établissements scientifiques fédéraux, de même que, par exemple, l'Institut de santé publique. Ils sont tous, sauf 3, réunis au sein de l'administration BELSPO, mais nous, on est à l'extérieur, puisqu'on fait partie du SPF Justice, mais avec un statut particulier, au sens où on ne dépend pas des directions générales du SPF Justice, on dépend directement du président et on jouit d'une gestion séparée, ce qui fait que nous avons une dotation annuelle qui nous permet donc de faire des investissements, etc., et de gérer nos propres comptes, ce qui n'est pas le cas dans une administration, comme vous le savez sans doute. C'est quoi le troisième? Il y a santé publique qui dépend de la santé publique, il y a vous. Et l'autre, je ne sais plus lequel maintenant, ça m'échappe, je suis désolé. Non, alors, on est un établissement à gestion séparée, ce qui nous permet à la fois d'avoir une dotation, mais aussi des recettes propres. Ça, j'y reviendrai, parce qu'on a des recettes notamment d'expertise, mais je reviendrai sur la question. Notre personnel est en bonne partie, pas intégralement, mais en bonne partie constitué de personnes qui font une carrière scientifique à l'État fédéral. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fonctionnaires ordinaires, donc ils sont nommés, ils sont statutaires, mais leur statut est un statut spécifique qui leur offre une carrière calquée en gros sur la carrière à l'université, sauf, tous les problèmes de l'université en moins. C'est-à-dire que ce qu'on leur demande dans ce cadre-là, c'est pas de donner cours, c'est pas de participer à la gestion de l'université en siégeant dans d'interminables conseils de faculté et conseils d'administration, mais c'est de faire de la recherche. Mais par contre, tout à fait. Et par contre, toutes leurs évaluations sont liées à des accomplissements scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a 4 grades, SW 1, 2, 3, 4. Et par exemple, pour passer de SW1 à SW2, eh bien, il faut présenter une thèse de doctorat. Ce qui fait que quand on est confirmé, on fait un stage de 2 ans, puis quand on est confirmé, on a 6 ans pour défendre une thèse de doctorat chez nous en criminologie. Ce qui veut dire à ce moment-là qu'ils sont payés à temps plein pour faire une thèse. Ce qui est quand même une situation plus que rêvée quand on voit... Voilà, tout à fait. Oui, effectivement. Donc là, il y a un vrai confort, avec évidemment aussi un impératif qui est de développer une réflexion qui cadre avec les travaux de l'Institut, ce qui semble assez logique, et qui est quand même à ce moment-là assez différent de l'université, où chacun peut partir en gros tout seul au milieu du désert, faire sa thèse. Il y a un promoteur. Oui, bien entendu. C'est encadré. Alors, nous ne délivrons pas le diplôme, donc la promotion principale doit se faire dans une université. Donc, on doit trouver un partenaire extérieur. Mais enfin, bon, on arrive quand même à l'université en leur disant, si vous voulez, on a un docteur gratuit pour vous. Bon, donc, ça aide. Et donc, ils travaillent chez nous, mais le doctorat est effectivement délivré par une université de rattachement. Et alors là, c'est très variable et ça dépend du sujet, ça dépend des affinités aussi des personnes, etc. Ce statut garantit aussi une indépendance. Ça garantit notamment que l'évaluation du personnel va se faire en fonction de la qualité scientifique des travaux et pas en fonction éventuellement du caractère confortable ou inconfortable des conclusions des rapports, par exemple. Et donc il y a toute une matrice qui permet d'attribuer des points en fonction des articles publiés, des interventions dans des colloques, etc. Donc nous faisons de la recherche et cette recherche elle est conduite premièrement à la demande des directions générales du SPF et du Collège des procureurs généraux, c'est-à-dire que par exemple, la direction générale des maisons de justice, qui est en voie de communautarisation, mais qui a été un partenaire important pour nous, nous a régulièrement demandé de mener des recherches sur des questions qui les intéressaient, en sachant que ces recherches sont des recherches à long terme, c'est-à-dire qu'on n'est pas un bureau d'études, on ne fait pas un petit rapport en 3 mois ou en 2 mois pour dire il manque autant de policiers à tel endroit et autant à tel autre. Ce sont des recherches généralement entre 1 et 4 ans.
que nous pouvons aussi mener de notre propre initiative, c'est-à-dire qu'on a aussi été à l'initiative d'une série de projets, ou en fonction de financement externe. Parce que comme on a une gestion séparée, on a un compte en banque, donc, ce qui est important, ce qui nous permet d'obtenir des crédits pour des recherches, de les dépenser à l'accomplissement des recherches, etc. Donc on a une gestion qui s'apparente à la gestion d'un département à l'université pour la conduite de recherche. Et comme on est reconnu comme centre de recherche, par exemple, dans le cadre de BELSPO, on peut soumissionner ce que nous avons fait. Par exemple, nous allons entamer dans les mois qui viennent 2 programmes de recherche dans le cadre du programme Brain.be, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, voilà, sur lequel on pourra revenir si vous le souhaitez. Alors il faut savoir qu'à l'INCC, il y a 2 directions opérationnelles, une criminalistique et une criminologie. La criminalistique, c'est une section qui s'occupe de questions de police scientifique, c'est-à-dire donc tous les labos liés aux investigations policières et judiciaires, avec quelques exemples ici, balistique, ADN, entomologie, drogue, toxicologie, etc., etc. C'est une direction qui a pour particularité, d'un côté, de mener à bien des expertises dans des dossiers, et d'un autre côté, de mener à bien des recherches, par exemple, pour faire développer de nouveaux procédés d'analyse, de résidus de tir, de la caractérisation de nouveaux insectes qui pondent dans les cadavres, enfin tout ce que vous voudrez. Voilà. Donc ça, c'est une activité mixte entre expertise et recherche. C'est aussi d'ailleurs une partie de notre financement, puisque les frais d'expertise sont reversés pour 75% au SPF et nous en gardons 25%, ce qui nous permet aussi de gérer des investissements. Quand on achète des séquenceurs ADN, forcément, ça a un certain coût et donc ça nous permet de faire des provisions et puis de décider sur le long terme de nos stratégies d'investissement. Ça nous donne aussi une marge de manœuvre, par exemple, quand nous souhaitons explorer une voie de recherche et que nous n'avons pas forcément des financements extérieurs pour ça. Voilà, ça nous donne une certaine souplesse, on va dire. Alors la criminologie, à côté des 100 personnes de la criminalistique, eh bien, ce sont 12 personnes environ qui ne font que de la recherche, c'est-à-dire que nous ne faisons pas d'expertise. On n'a pas cette fonction-là. On se demande bien quelle expertise on pourrait faire, mais dans l'hypothèse d'une criminologie plus clinique, alors on pourrait imaginer une expertise de type profiling ou des choses comme ça. C'est pas du tout notre travail. Donc nous, on fait une crimino essentiellement sociologique, donc qui ne porte pas sur l'analyse des individus, mais plutôt sur l'analyse des mécanismes de fonctionnement du système ou des mécanismes sociaux qui sont en lien avec les questions de criminalité et insécurité au sens tout à fait large. On ne demande absolument pas d'être rentable, entre guillemets. Non. C'est-à-dire que c'est un... Non. Les autres gagnent des sous et eux peuvent Oui, c'est ça. Vous pouvez dépenser l'argent que les autres gagnent pour faire avancer le public. Voilà, tout à fait. C'est cool, ça. Nos sources de financement extérieur, ce sont des financements de la recherche. Par exemple, quand tout notre personnel est occupé, si une direction opérationnelle vient nous trouver, une direction générale du SPF vient nous trouver en nous disant « j'aimerais une recherche sur ceci », par exemple, la direction générale des établissements pénitentiaires nous a commandé des recherches. Bon, on avait la personne de disponible, on leur a dit « on peut tout à fait le faire ». Vous n'avez pas les structures ni le savoir-faire pour mener à bien la recherche, mais vous avez des financements. Si vous voulez consacrer une partie de votre argent à payer des chercheurs chez nous, on réalise la recherche pour vous. Et donc, on fait ça aussi. Ça aussi, ça fait partie des sources de financement extérieur. Mais donc, on n'a pas d'expertise de ce côté-là. Et donc, ça, pourquoi pas être dans le côté profiler? C'est pas notre métier. En fait, d'abord, on n'a pas été créé à cette fin-là, c'est-à-dire que l'objectif initial dans l'arrêté royal qui précise nos fonctions, c'est de mener à bien des recherches de criminologie dans une série de domaines, victimes, maisons de justice, peines alternatives, etc., détention, tout ça. Mais on n'a pas de fonction opérationnelle, voilà, par rapport aussi au système judiciaire. Et alors, il faut compter aussi à côté de ça une quarantaine de personnes qui font partie du personnel technique et administratif. Ce qui fait une structure avoisinant les 150 personnes, logées pour l'essentiel le long du canal à Neder-Overembeek et nous, privilégiés, ainsi que la banque de données ADN à la Tour des Finances. Alors on a on a remanié récemment les axes de recherche et voici les 10 axes de recherche en fonction desquels on structure notre travail. Le premier, ils sont dans le désordre, je veux dire, il n'y a pas d'ordre logique. Justice et management.
Là, l'idée est notamment d'interroger les questions d'organisation de la justice qui sont un enjeu majeur aujourd'hui, notamment parce que un nouveau discours managérial, donc un nouveau discours organisationnel, a fortement monté en puissance ces 20 dernières années et a des effets considérables à la fois sur la manière dont le système judiciaire se considère et se pense, mais aussi sur la manière dont il définit les fonctions de ses agents. Et donc là, par exemple, on va commencer dans ce cadre-là un programme de recherche financé par Brain et qui portera notamment sur l'évolution des métiers de la justice et essentiellement des métiers peu étudiés de la justice, à savoir pas les magistrats, mais le personnel administratif, dont les greffiers, etc. Avec comme interrogation quelles sont les renégociations qui sont en cours, comment est-ce que les métiers évoluent, comment est-ce que les gens considèrent leur métier, parce qu'en fait, toute une série de problèmes de la justice ne sont pas liés à des soucis de type des soucis de magistrats, mais à des soucis administratifs, notamment. Hein. Donc, ce mouvement de recherche, cet axe de recherche, c'est aussi concrétisé dans l'étude de ce que les outils de gestion informatique faisaient à la justice, notamment dans le cadre des maisons de justice. Maison de justice, deuxième axe de recherche, donc vous voyez qu'on peut combiner les axes, hein, bien entendu. Cet axe-là, évidemment, va nous poser problème puisque les maisons de justice sont communautarisées, mais on a accumulé un savoir assez considérable sur leur fonctionnement et donc rien n'interdit, bien entendu, que nous continuions à travailler là-dessus sur des financements qui nous seraient apportés par les communautés, par exemple, dont on peut douter qu'elles soient à même de développer un savoir et un savoir-faire, en tout cas à moyen terme, sur ces questions-là. Troisièmement, jeunesse, famille et justice, qui n'est pas la délinquance des mineurs. Jeunesse, c'est les mineurs et puis généralement jusqu'à 25 ans, et qui vise à interroger non seulement les questions de criminalité, mais aussi les questions d'insécurité, puisqu'a priori les jeunes ne sont pas coupables de criminalité, puisqu'au sens technique du terme, ils ne sont pas responsables. Mais donc voilà, ça c'est un axe assez important qui, par exemple, a abouti à une interrogation des signalements faits au parquet par la police, qui a permis de constater qu'il y a une baisse très importante des signalements pour les faits qualifiés infractions dans à peu près l'ensemble des parquets du pays ces dernières années. Concernant les jeunes ? Oui, concernant les jeunes. Donc ça, c'est pour les mineurs, hein, donc dont chaque infraction est signalée par la police au parquet. Et là, on voit une baisse des chiffres. Pour l'instant, on n'a pas d'explication et ça nécessite des recherches complémentaires. Mais ça permet, par exemple, de tordre le cou à une chose qu'on entend régulièrement pour l'instant, par ailleurs, qui est les mineurs délinquants sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Mais dans les chiffres que nous avons étudiés, il n'y a pas de trace de ça, par exemple. Vous voyez. Sauf si les chiffres sont biaisés parce que ça ne gagne plus, parce que tout le monde a une forme d'impunité. Oui, oui. Qu'avec les policiers de terrain, autre chose à faire, ou se disent. Oui, mais là, on est en train de faire des hypothèses. Bien sûr. Là, pour un scientifique, il n'y a pas de signe de ça. C'est ça. Et la baisse n'a que 2 ans. Et ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'ils sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Donc, il y a des pistes pour expliquer, il y a diverses pistes pour l'instant qu'on aimerait explorer pour expliquer cette baisse des signalements pour les faits qualifiés infractions, dont potentiellement l'effet de la loi Saldus qui découragerait ou empêcherait les policiers en tout cas, on va dire, de procéder à des interrogatoires aussi souvent qu'ils le faisaient avant, parce qu'il faut à ce moment-là dégoter un avocat, etc. Voilà. Mais donc, ça c'est encore un courant. Victime qui est resté un peu en jachère ces derniers temps, mais qui a notamment abouti à des rapports sur les structures d'aide aux victimes et le vécu des victimes dans leur chemin de croix au sein de ces structures. Justice réparatrice, où il y a une thèse qui est en cours de réalisation pour l'instant à ce sujet, et donc qui porte sur ces dispositifs de réaction aux infractions qui ne visent pas à infliger une peine, qui ne visent pas à soigner ou traiter ou éduquer l'auteur, mais bien à réparer la victime. Donc vous voyez là, il y a des liens évidemment importants avec victime, mais aussi avec jeunesse, puisque la justice restauratrice est pointée comme un des modes d'action privilégiés de la justice en matière de jeunesse. Peines et mesures, qui est tout un courant qui s'intéresse notamment aux évolutions de la population carcérale, aux évolutions aussi de l'exécution des peines, toutes les peines, peine de travail, peine de prison, les amendes, ça c'est le désert pour l'instant parce que personne, assez étrangement, ne se soucie vraiment de cette question-là. Donc là, on n'a pas eu vraiment le temps d'investir
ce terrain-là, mais par exemple, on mène des études sur les variations à long terme de la population carcérale, notamment en questionnant le rapport entre évolution de la population carcérale et évolution d'indicateurs d'insécurité. Ce qui a permis de confirmer de manière assez claire qu'il n'y a pas de lien entre l'insécurité et la population carcérale. Par contre, qu'il y a un lien direct et constant depuis le 19e siècle entre l'évolution de la population carcérale et des indicateurs socio-économiques. Chaque fois, il est possible, à chaque époque, de trouver un indicateur socio-économique prédominant, le prix du blé, qui influe sur le prix du pain, le prix du charbon, le taux de chômage, des choses comme ça, où on constate qu'il y a des courbes remarquablement parallèles qui permettent de montrer qu'il y a un déphasage complet entre les indices du taux d'insécurité et la population carcérale, des phases de hausse de l'insécurité et de baisse de la population carcérale et inversement, mais par contre, qu'il n'y a pas du tout de découplage entre les indicateurs socio-économiques et la population carcérale, ce qui ouvre évidemment à des réflexions. Mais évidemment, on fait aussi des recherches sur des questions comme l'évolution de la population carcérale dans le parc actuel belge, de la surpopulation carcérale. On fait aussi des simulations sur l'effet qu'auraient des modifications législatives, comme par exemple, quel effet ça aurait de dire qu'on ne délivre pas de mandat d'arrêt, donc qu'on ne met pas en détention préventive en dessous de 3 ans d'emprisonnement, alors que la règle actuelle est de 1 an. Donc il faut que l'infraction soit punissable de 1 an minimum pour pouvoir mettre quelqu'un sous mandat. Qu'est-ce qui se passerait si on montait à 3 ans? Eh bien voilà, on a fait par exemple une étude qui permet une simulation, toutes choses restant égales par ailleurs, mais qui permet de dire voilà, l'effet sur la population préventive serait le suivant. Un juge d'instruction prend d'office en compte la durée minimale de la peine. Il est obligatoire. C'est obligatoire. Avant de mettre quelqu'un sous mandat. Oui, il ne peut pas faire autrement. Des faits, etc. S'il l'inculpe d'un fait qui n'est pas passible d'1 an, il ne peut pas le mettre en détention préventive. Maintenant, il faut être clair, le vol simple, donc même pas le vol qualifié, est déjà puni de 3 mois à 5 ans, si mes souvenirs sont bons. Donc, il faut vraiment avoir grillé un feu rouge pour ne pas pouvoir être mis en détention préventive. Donc, dans les faits, il se pose quasi jamais la question. Dans les faits, la grande majorité des infractions est susceptible de. Voilà. Il n'y a pas d'études qui sont faites sur justement l'utilité de l'emprisonnement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives Alors, le problème est que ça, ce sont des études de très grande ampleur, parce qu'en fait, ça nécessite des suivis de cohortes importantes sur des durées très longues. On ne peut pas estimer l'effet de l'emprisonnement si on n'a pas des perspectives entre 10 et 25 ans, on va dire. Parce que le destin d'une personne, déjà, quand on l'incarcère, il faudra déjà le temps qu'il sorte. Hein. Donc ça pose déjà un problème. Donc si on veut suivre... On voit que ça ne rien, finalement. Donc pourquoi, oui, mais le fait qu'on le voit... Nous, on est scientifiques, hein, donc on ne peut pas dire, mais on voit bien que ça ne change, que ça ne sert à rien. Moi aussi, je suis scientifique. Non. Je veux dire, notre approche de ce problème-là, dans ce cadre-ci. Ce que je veux dire, c'est que clairement, il y a toujours des gens qui font des délits, on les met toujours en prison, et il y a des... Alors, la rumeur, peut-être, le dicton, que sais-je, je vais en prison pour un délit mineur, je sors, je ferai un délit pire parce que je suis en contact avec quelqu'un qui... Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que de l'extérieur, ne connaissant pas du tout tout ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment la solution d'emprisonner les gens? Est-ce qu'on n'a pas pensé à d'autres choses? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? On a pensé à d'autres choses, mais si on prend un exemple qui est un exemple frappant, qui est celui de la peine de travail, qui a été instaurée en 2002, si mes souvenirs sont bons. Service d'intérêt général. C'est la peine de travail. Donc ça, c'est une peine, c'est prononcé par un juge, mais effectivement, il s'agit d'effectuer un travail d'intérêt général. C'est pour le distinguer du travail d'intérêt général dans le cadre de la médiation. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails de procédure, mais là, on est bien dans une peine qui est censée être une alternative à la prison. En l'occurrence, on a atteint un taux à peu près de 12 000 condamnations par an, et ni les chiffres d'incarcération, ni même les chiffres de condamnation à la prison n'ont frémi. Oui. Ce qui veut dire, donc, il ne s'est rien passé. Ce qui veut dire qu'on a quand même condamné 12 000 personnes de plus, ce qui n'est pas rien. Hein. Je rappelle que notre population pénitentiaire est légèrement en dessous des 12 000. Ça représente quand même un tas de gens par rapport aux gens qu'on a en stock en prison. Non, mais c'est parce qu'on parle en termes de stock pour différencier des flux. Il y a plus de gens qui rentrent en prison par an, mais la population moyenne est entre 11 500 et 12 000 pour l'instant, si mes souvenirs sont bons. En Belgique, hein. C'est pas fédéralisé, c'est pas régionalisé, donc pour l'instant, ça reste des chiffres nationaux.
Mais donc, cette peine de travail n'a eu aucun effet sur la population carcérale. Maintenant, personne n'a jamais, je ne vais pas dire songé, mais en tout cas eu la volonté de financer une étude qui permettrait de caractériser l'effet des différents types de peines. Alors c'est ça dont on a besoin. Oui, mais est-ce que quelqu'un qui a été condamné à une peine d'intérêt général va récidiver plus ou Mais on moins? n'en sait rien, c'est ça que Oui, c'est bien ça le problème. C'est le nœud du problème. C'est que on a commencé il y a un peu moins d'un an la première étude de récidive générale depuis 1983. Il faut savoir que les Pays-Bas ont un moniteur de la récidive qui publie les chiffres tous les 3 mois et qui est actif depuis 25 ans. Donc ils ont 25 ans de recul et ils sont capables de donner le destin des gens maintenant avec 25 ans de recul. C'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné à 20 ans, à 45 ans aujourd'hui, ils peuvent dire quelle est la proportion de ces gens il y a 25 ans qui sont aujourd'hui en prison, qui ont récidivé combien de fois, par quel type de fait par exemple, avec éventuellement des carrières criminelles, oui, non, des généralistes, des spécialistes, etc. Toutes ces questions se posent. Ces questions sont des questions extrêmement délicates parce qu'on ne peut pas juste prendre la population. D'abord, il faudrait déjà être capable de tracer les individus au travers des différentes bases de données, ce qui n'est pas le cas. Il y a plus de 12 bases de données différentes à la justice qui sont incompatibles les unes avec les autres. Ce qui fait, ça on a fait un rapport sur cette question-là, ce qui fait que par exemple, on est pour l'instant absolument incapable de suivre un individu au travers des différentes institutions. Pour donner un exemple, quand quelqu'un donc est attrapé, il est encodé par la police, ça c'est pas justice déjà, hein, donc ça c'est déjà une 13e. Puis il va être encodé au niveau du parquet, puis au niveau de la juridiction qui va le juger. Quand il sera condamné, son billet papier de condamnation va être envoyé à l'administration du casier judiciaire, qui va encoder, pour info, 400 000 bulletins de condamnation de retard au niveau de l'encodage. Il va donc être encodé à ce niveau-là. C'est à chaque fois des encodages manuels différents, hein, donc il n'y a pas de transfert de données et par exemple de compléments. On ne peut pas imaginer une fiche avec différents onglets, par exemple, avec à chaque fois un report des informations pertinentes. Et voilà. Quand il aura reçu son billet d'écrou pour, par exemple, être incarcéré, il va être réencodé à la prison. Quand il sera libéré conditionnel, parfois le jour même, parce que parfois il reçoit son billet d'écrou et on le met immédiatement sous conditionnel, il va être réencodé dans la maison de justice. Donc cette personne a fait l'objet d'encodages multiples, avec des identifiants différents, avec évidemment des erreurs à chaque niveau, potentiellement, avec des données incomplètes aussi potentiellement, puisque les bases de données ne prévoient pas nécessairement que tous les champs doivent être remplis pour que la fiche puisse être validée. Ce qui fait que forcément, on est face à des bases de données qui sont avant tout au départ des bases de données administratives, donc qui ne sont pas pensées à des fins de recherche, et qui sont gérées par des gens qui ont toute logique, et c'est parfaitement normal du point de vue d'acteur qui tient la base de données, ont un objectif de gestion administrative. Donc on se fout complètement, par exemple, de compléter la case « il a des revenus » ou « il n'a pas de revenus », par exemple. Il est au chômage, il a des revenus de remplacement, sans revenus, avec profession ou non, quel type de profession, tout ça, évidemment, n'a aucun intérêt pour l'encodeur, puisque ce qui compte, c'est de savoir qui est en stock, qui arrive où, pourquoi, etc. Donc, on est dans cette situation-là. Ce qui fait que quand vous voulez poser des questions en termes de récidive, vous n'avez pas prise, si vous voulez. Parce que ce qu'il faudrait, évidemment, c'est pouvoir dire, utiliser des variables comme le type de fait, la lourdeur de la condamnation, les modalités d'exécution, les lieux d'exécution, les modalités de libération, les incidents au cours de la libération conditionnelle éventuellement, plus toute une série d'indicateurs annexes comme des données familiales, socio-économiques, lieu de naissance, date de naissance, etc. Pour prendre un exemple, dans certaines bases de données, il n'y a pas de frappe prédictive, ce qui fait que quand je veux encoder un lieu de naissance, je suis susceptible de faire une faute d'orthographe, ce qui me fait des doubles, des triples, des quadruples occurrences. Quand on sait qu'il existe 4 ou 5 graphies différentes de la plupart des villes chinoises, par exemple, ou asiatiques, on se rend compte de la difficulté. Si vous devez indiquer né à Koursk, je ne sais pas combien ici autour de la table savent comment s'écrit en standardisé en alphabet latin, Koursk, en sachant qu'il existe 2 langues en Belgique, au moins, voire 3, puisqu'il y a des germanophones, et que les graphies sont différentes, évidemment. Et donc, quand on ne sait plus si Koursk c'est en Ukraine ou en Russie, on peut très bien taper Belgique à côté et ça passe dans la base de données.
Voilà, donc c'est aussi ça qui nous pose problème. Des champs complétés à 15 ou 20%, des champs mal complétés, Et avec il y a un pas travail énorme. un chantier Alors, derrière pour, pas dans l'état actuel des choses. Et ce système a été prévu comme ça au départ ou il s'est développé Rien n'a été plus prévu. ou moins anarchiquement, Voilà. comme ça, chaque... Rien n'a été prévu. On a inventé l'ordinateur, et puis un jour, les gens se sont dit, ça serait bien de remplacer le papier par de l'ordinateur. Et chacun a fait son projet. Personne ne se dit, parce que Avec bien des qu'on se boîtes. mette ensemble et qu'on Voilà. essaie de trouver un système commun. Ah, il y a toujours un espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors ça, c'est forcément, à mon sens, un des chantiers d'envergure de la justice, mais c'est énorme comme chantier. Parce qu'on est face à une multitude de bases de données conçues de manière différente, avec des matériaux différents, avec des degrés de perfectionnement différents. Il y en a qui ont été renouvelées récemment, d'autres qui sont très anciennes, etc. Donc, les migrations informatiques ne sont pas évidentes. On a des bases de données qui ne sont pas capables de tourner sous Windows 7 ou sous Windows 8, d'autres qui le sont, mais qui ne sont plus capables de tourner sur les anciennes versions de Windows. Ça implique aussi des remplacements de parcs de machines, etc. Donc, voilà. C'est un chantier titanesque, sans compter que derrière ça, il y a des administrations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des services d'informatique, il y a des gens qui encodent, des gens qui opposent des résistances, comme toujours. Hein, je veux dire, c'est même pas une... Ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, c'est pas maintenant qu'on va changer. Oui, ou même la disparition d'un champ, par exemple, la fusion de deux champs ou la distinction de deux champs peut poser des vrais problèmes pratiques. Donc, il faut être certain que quand on change tel élément, on ne va pas faire s'écrouler tout un système de gestion qui se base sur tel critère plutôt que tel autre, parce qu'on n'avait pas pensé que dans le greffe de l'instruction, cette info était nécessaire, alors que pour le parquet, elle ne l'est pas, et que pour la police, on s'en fiche. Voilà. Vous Combien voyez, de bases de données? 12 comme ça. il y en a au moins 12, Plus plus la police et les services d'inspection, etc. Parce que en matière policière, entre guillemets, c'est-à-dire parmi les rabatteurs du système répressif, il y a la police, mais il y a une multitude de services d'inspection. Ouais. L'hygiène, le fisc, l'AFSCA, enfin tout ce qu'on voudra, je veux dire. Et là, on met les lois sociales, tout le bazar. L'environnement. Voilà, exactement. Voilà, on en oublie et des centaines. Hein, donc voilà. Est-ce qu'on a pu constater des difficultés avec des salles judiciaires? Non, ça n'est pas documenté. Donc ça, c'est une étude qu'on avait évoquée il y a quelque temps et on n'a pas encore creusé. On voudrait, idéalement, mais on doute que beaucoup de gens soient prêts à financer ça, faire une étude sur l'acquittement. C'est-à-dire faire une étude sur les gens, soit dont on a revu le procès ultérieurement, soit qu'on a acquitté mais qui ont été jusqu'au bout, et puis au bout, on a fini par soit ne pas décider, prescription, dossier insuffisant, etc., soit carrément, donc, c'est-à-dire non-lieu, soit carrément l'acquittement en phase de jugement. Ça n'est pas documenté. Mais on peut me donner demain 800 personnes, je saurais quoi en faire. Donc on est 12. Hein. Il faut savoir que Dans Brain.be, il y a un projet qui vient de démarrer qui s'appelle Hector et qui vise à analyser la manière dont l'État gère l'ensemble de ces données, de ces archives sur différents types de supports, donc informatique, les fichiers. Oui, ça serait très intéressant, évidemment. Je ne sais pas s'il va s'intéresser en particulier. J'en sais rien. Le problème, voilà, cette situation n'est pas du tout caractéristique de la justice. Hein. Et on retrouve exactement la même chose dans les questions économiques, dans les questions démographiques, etc., etc. Donc voilà, c'est tout à fait large, ce qui fait qu'il est très difficile de croiser les bases de données. Parce qu'il faut se rendre compte que ça, c'est une première étape, c'est-à-dire avoir une intégration au niveau de la justice. Mais par exemple, c'est absolument incroisable, entre guillemets, avec, par exemple, la banque de données, la banque Carrefour de données qui rassemble toute une série de données socio-économiques, mais aussi de santé, ce qui pour nous aurait un intérêt en termes de recherche considérable. Par exemple, pouvoir croiser les questions de santé et les questions de retour en prison. Voilà. Si on peut mettre en évidence des corrélations statistiques entre, par exemple, des traitements psychiatriques et des retours en prison, voilà, ça peut éclairer certaines choses. Mais qui, quoi, avec quelle variable, avec quelle régularité, quel taux de prédictibilité, etc. C'est le spectre de Big Brother, alors, oui. respect de la vie privée, ce genre de choses, oui. secret médical, on peut imaginer. Nous, ça ne nous concerne pas, parce qu'on reçoit toujours des données anonymisées, donc on ne traite jamais de données dans lesquelles on sait de qui il s'agit. On traite toujours des populations. Et on traite toujours des populations considérables, c'est-à-dire pas de 12 individus, mais de centaines, de milliers, voire de dizaines de milliers d'individus. Et donc, on n'est pas dans ce cadre-là. Mais c'est clair que ce genre d'outil pourrait permettre
C'est toujours la même question, évidemment. Mais par exemple, dans les pays nordiques, ils sont capables de mettre en relation les résultats scolaires qui sont encodés dans des bases de données avec des destins délinquants. Et donc capables de dire, voilà, on se rend compte que les personnes qui sont en prison ont déjà commencé à avoir des échecs scolaires à tel moment, à tel niveau, ont été orientés vers tel type de filière, etc., dans des filières de relégation et des choses du genre. Il faut se rendre compte qu'aux Pays-Bas, l'équivalent de l'INCC criminologie fait 150 personnes. Et nous, on est 12. Et demi, pardon. Et en Belgique, ils ne se sont pas dit, tiens, on va aller voir en Finlande, on va peut-être prendre la Si, mais rien ne... Mais c'est toujours biaisé, ce genre de choses, au sens où l'importation d'un système ne fonctionne jamais tel quel. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'un système soit une entité indépendante. C'est toujours un système par rapport à une société. Et donc, ce qui fonctionne extrêmement bien chez nous peut être un échec cuisant ailleurs. Il suffit de voir ce qu'a donné la colonisation, par exemple, en termes d'importation de systèmes administratifs et judiciaires, par exemple, pour se rendre compte que ça a été une catastrophe thermonucléaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a remplacé des structures qui fonctionnaient selon des principes qui n'étaient pas les nôtres et peut-être selon des valeurs qui n'étaient pas les nôtres, mais qui fonctionnaient par des systèmes qui ne fonctionnent pas. L'importation, par exemple, du Code civil dans l'ensemble de l'Afrique colonisée par les États de droit romano-germanique, c'est-à-dire France, Belgique, etc., a été une catastrophe parce que l'appropriation exclusive d'un lopin de terre en vertu de l'article 544 du Code civil n'a aucun sens pour un Africain qui considère qu'il y a des superpositions de droits d'usage, etc. C'est juste une manière de dire qu'un système est toujours généré. Le dysfonctionnement en soi n'existe pas en quelque sorte, c'est toujours un fonctionnement. C'est-à-dire qu'il est toujours une mise en relation d'un ensemble de structures, de règles et une situation de terrain. Ce qui fait que oui, on peut s'en inspirer et se dire, tiens, ça, c'est une bonne idée, on ne l'a jamais eu, ça a l'air de fonctionner, etc. Mais ça nécessite toujours une évaluation. Parce qu'il est aussi possible, évidemment, et ça, vous le signaliez il y a un instant, que des règles de droit interne nous amènent à faire un choix. C'est-à-dire qu'à un moment, il est possible aussi que nous disions, ça, on ne le saura jamais et on ne veut pas le savoir, parce que là commence la vie privée, par exemple. Par exemple, quand quelqu'un en France dit, ah, il faudrait détecter au niveau des maternelles les enfants qui ont une propension à la violence pour pouvoir mettre en place des stratégies de prévention. Pas certain que, même si c'est efficace, même si, donc il y a beaucoup de doutes quant à la validité d'une telle approche, mais même si c'était efficace, faut-il éthiquement faire ça, c'est-à-dire aller trouver un gamin de 4 ans, lui dire « Toi, mon petit gamin, Tu vas finir en prison. on va te suivre de plus près ». Voilà, ce sont des questions aussi qui se posent et qui font que nous devons... Il faut quand même se rendre compte que les pays nordiques, qui sont ce modèle social si formidable, etc., ont stérilisé les femmes considérées comme asociales jusque dans les années 70. Alors, il faut aussi remettre en perspective les choses dans des systèmes de valeurs, des systèmes sociaux et des univers de sens aussi. Essayer d'imposer les règles qui fonctionnent là-bas parce qu'il y a une discipline sociale donnée et une conformation à la réglementation donnée dans un contexte peut être ici un vœu pieux parce que les gens ne veulent pas, n'ont aucune intention de, et comme d'habitude, le système est absolument incapable de maîtriser des phénomènes quand ce sont des phénomènes de masse. Vous parlez du système informatique aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais ça, en fait, on n'aurait même pas besoin d'aller voir ce que font les Suédois. Hein. Je veux dire, Mais le problème, c'est que c'est un projet extrêmement ambitieux, qui va coûter très cher, qui va durer très longtemps, plus qu'une législature de toute façon, qui va lever des obstacles énormes à tous les niveaux, et qui va impliquer une réorganisation complète de toute une série d'éléments de l'administration, ce qui est à chaque fois, évidemment, un obstacle. Des gens au chômage, des gens... Pas forcément, mais des gens qui sont mutés. Oui, on est bien d'accord. Mais c'est des gens mutés, c'est des syndicats qui peuvent résister, c'est des conditions de travail qui changent, c'est des bâtiments à construire. Il n'est par exemple pas du tout évident de considérer qu'il existe un bâtiment actuellement qui pourrait accueillir physiquement un centre de données, par exemple. Tous ces petits centres éparpillés, ça ne fait pas un gros centre de données. Donc vous voyez, tout peut poser problème à tous les niveaux. Donc c'est une question vraiment complexe. Alors, peine et mesure, voilà. Base de données de la justice, c'est un axe finalement qui est assez transversal. Cause 2 et réponse à la criminalité et la déviance, ce sont plutôt des études orientées vers l'identification de facteurs déterminants soit des carrières criminelles ou de déviance
soit des propensions au sein de la population à la criminalité ou à la déviance. Investigation policière et judiciaire qui comprend à la fois, par exemple, voilà, on est en phase terminale d'une recherche qui portait sur l'instruction judiciaire, c'est-à-dire donc les magistrats instructeurs, leur travail, et notamment l'évolution de leur travail au cours du temps, notamment pour comprendre ce que l'informatisation et l'arrivée de nouvelles techniques a pu avoir comme influence, et notamment aussi comprendre comment ont évolué les décisions de mise en détention préventive. Voilà, ça c'est un exemple. À côté de ça, on a un chercheur qui va là démarrer un brain cette année sur les questions d'expertise judiciaire, donc d'un point de vue criminologique cette fois-ci, et qui va poser la question ici de savoir ce que fait l'analyse ADN à l'instruction. On demande massivement des analyses ADN. Maintenant, on vole une bagnole, on fait des prélèvements et on fait des analyses, des cambriolages, etc. Maintenant, c'est devenu une routine. Non. À la télé, ça ne se passe pas en 2 minutes. C'est assez long. Il faut refaire. C'est toujours. Il ne faut pas refaire parce qu'une fois que les Il n'y a pas d'arriéré énorme par rapport à. Non. Ça. Le traitement des dossiers, nous, on en effectue une série et on est toujours dans les délais. Donc, il n'y a pas d'arriéré pour ça. Donc, il y a l'INCC et une série de labos privés qui font des analyses ADN et on n'a pas d'arriéré. Mais par contre, la question, c'est qu'est-ce que ça devient finalement? C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un kit de prélèvement et de prélever des fibres, par exemple, sur les sièges de la voiture volée. Après, on revient avec un rapport détaillé disant telle fibre de tel type, machin, pull rouge, un machin. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, la même chose ici pour l'ADN. On fait des prélèvements d'ADN sur un verre, un aliment qui a été en partie mangé par quelqu'un voilà, ou sur des cheveux qui sont tombés, etc. Mais on ne sait pas si ça va décider de quelque chose dans le cadre du dossier ou pas. S'il y a un match dans la banque de données ADN qui contient toute une série de profils, c'est une chose, mais s'il n'y en a pas, par exemple, est-ce que ça devient inutile? Est-ce que, par exemple, on aura déjà un suspect et que ça permettra de faire passer le suspect aux aveux? Est-ce que ça va rester d'être morte parce que le profil n'a rien donné et qu'on se rend compte que 40% des profils ne donnent rien et n'aboutissent à rien? On n'en sait rien. Donc voilà, ça aussi c'est une étude à faire parce que ça coûte, si ma mémoire est bonne, c'est toujours la même rengaine, mais si ma mémoire est bonne, à peu près 4 millions d'euros par an d'analyse ADN, c'est quand même assez considérable, sans qu'on sache quel résultat ça a. L'idée n'est pas de dire il faut le faire ou il ne faut pas le faire, mais de donner une idée voilà, de ce que ça change en fait. Combien de temps est-ce que l'ADN va rester, on va dire, ici sur le wiki? Ah, vous me posez une question technique, ça je ne suis pas du tout compétent pour ça. A priori, très longtemps. Hein. La question est plus la question de la pollution la question est plus la question de la pollution de la Seine, c'est-à-dire combien de personnes ont pris ce bic en main, que la question de la durée. Sauf dans certaines circonstances, si c'est exposé aux UV, la dégradation de l'ADN sera plus rapide. Et donc c'est une question de qualité de la trace, de quantité d'ADN présente. C'est pas sûr qu'il y en ait du récupérable sur votre bic, mais dans des conditions correctes de conservation, je pense que l'ADN survit pendant assez longtemps. En fait, quand tu essayes d'extraire de l'ADN, tu dois faire attention, tu dois mettre des gants, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de DNA, c'est une enzyme qui va la détruire assez vite. Donc il faut effectivement... Il y a surtout aussi des pollutions. Notamment, on avait, dans certains cas, il y a eu... on retrouvait un même profil dans plein de dossiers, on se disait c'est incroyable, et on s'est rendu compte que dans les kits de prélèvement, il y avait eu une pollution par un des employés de la boîte qui les fabriquait, et que donc cet employé, effectivement, était dans plein de... Voilà. Et donc on se retrouve dans... Par exemple, un des gros problèmes, c'est de différencier les profils. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est moins dans une problématique de « il faut qu'il y ait des traces » que dans une problématique de « il ne faut pas qu'il y ait trop de traces ». Dans cette pièce-ci, il est vraisemblablement impossible de conclure quoi que ce soit. Parce qu'il y a tellement de profils mélangés que la façon dont on le fait, c'est qu'on met l'ADN dans un multiplicateur d'ADN. Tout ce qu'on a trouvé, tout est mélangé, coupé en petits bouts, répliqué. Et de ça, on essaye d'identifier des zones qui sont des zones non codantes, qui sont théoriquement caractéristiques de parties de la population. On connaît les probabilités de variation. Et donc, on essaye de retrouver 4, 5, 10, 12 lieux sur l'ADN et dire, ah ben là, on a un suspect qui a sur ces 12 lieux ces caractéristiques-là, et on retrouve qu'on a effectivement ce profil-là qui est sur la scène de crime. Et quand on a 3, 4, 5 personnes, tous ces ADN sont mélangés, et donc on ne sait pas ce qui appartient à qui. Et donc on se retrouve avec 4 variantes différentes du même lieu,
6 ici, 3 là-bas, etc. Donc, par exemple, au-delà de 3 profils entrecroisés, on ne sait plus rien conclure. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il ne faut pas commettre un viol avec un préservatif, il faut commettre un viol à plusieurs. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui est la logique de la pollution du lieu de crime. Parce que le nettoyage intégral est très difficile. Donc voilà. Bon, ça. Alors, politique des poursuites, ça c'est à la question, évidemment, des politiques au niveau du parquet. Qu'est-ce qui est poursuivi, qu'est-ce qui est classé, etc. Donc voilà pour nos 10 axes de recherche. Alors, à côté de cette fonction de recherche, on a une fonction de service public scientifique qui implique alors un retour vers la société et l'État, en fait, de nos productions. Ça nous amène à intervenir dans le cadre de la formation des magistrats, par exemple. Ça nous amène aussi à faire des retours vers le terrain, c'est-à-dire que quand on a observé ou travaillé sur des acteurs, eh bien, il semble assez logique, mais c'est rarement fait dans d'autres cadres, de retourner les voir et de leur présenter les résultats. Évidemment, on est à la disposition des médias. Ça, on est régulièrement contacté par des gens qui nous disent est-ce que vous pouvez me dire quel est le taux de récidive des pervers psychopathes? Non, la réponse est donc non. Ça, je vous le dis déjà, c'est non. Les questions qu'on se pose sont des questions systémiques, des questions sociologiques. Donc, si la question c'est est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'évolution de la population carcérale au cours de ces 30 dernières années? La réponse est oui. Comment on utilise la médiation pénale? Pour quel type d'infraction? Ça, on sait. Mais on n'est pas capable de vous dire si les violeurs d'enfants sont des récidivistes ou pas, ce n'est pas notre job. Mais ça fait partie des questions qui nous sont posées assez logiquement par des journalistes qui ne sont pas au courant des distinctions internes. Et on aurait pu imaginer qu'on travaille là-dessus, mais on ne fait pas une criminologie clinique. La formation des magistrats, vous leur expliquez quelles sont les nouveautés en termes de criminologie, Alors, en termes de criminalistique, il y a une formation qui est donnée à ce moment-là par l'INCC criminalistique qui va présenter les techniques d'analyse, ce qu'on peut en attendre, quelles sont les procédures de prélèvement, etc., pour qu'ils comprennent et qu'ils ne polluent pas la scène du crime, c'est-à-dire qu'ils puissent dire « Oula, ici, il s'est passé ceci, que personne ne rentre tant qu'une équipe spécialisée n'est pas arrivée. » Et il y a, bon, ça c'est pour l'ADN, mais par exemple, le prélèvement de fibres peut être fait de manière assez facile, c'est un acte assez peu technique, mais il faut savoir comment poser les strips de prélèvement, etc., comment les conditionner pour les renvoyer, etc., comment est-ce qu'on fait un prélèvement buccal, enfin, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une part, mais ça, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est la criminalistique. Si, les magistrats instructeurs, hein, bien entendu, les magistrats instructeurs, donc les magistrats instructeurs et les procureurs. C'est pas les labos qui doivent plutôt être, enfin, les techniciens, les opérateurs de laboratoire qui doivent être plutôt formés à ce genre de choses. Pas seulement, hein, parce qu'il y a la police qui fait des prélèvements, et puis après, il faut aussi le magistrat qui fait une descente sur les lieux, il doit aussi savoir ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire, par exemple. Et il doit aussi comprendre... Mais il arrive déjà, d'abord, il faut que le parquet arrive, si c'est vraiment grave, il faut qu'on appelle le juge d'instruction. Oui, mais donc le parquet doit être formé. Ça dépend, pas toujours. Pas toujours. Ça dépend. Si c'est le procureur de garde qui est appelé de nuit et qu'on vient de repêcher un noyé dans le canal, ben, il doit savoir ce qu'il en fait, quoi, par exemple. Est-ce qu'on le laisse sur le côté, on ne le touche pas? Est-ce qu'on peut le... Enfin, voilà, des choses du genre. C'est toute une série... Et alors, il faut aussi qu'ils sachent quoi demander. Parce que ça, c'est une question aussi. Finalement, qu'est-ce qu'ils peuvent demander comme prélèvement et à quoi ça va leur servir? C'est pas forcément évident. Dans une voiture volée, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on peut prélever? À quel endroit c'est le mieux de prélever? Par exemple, des fibres, on va les retrouver où? Où est-ce qu'il faut privilégier les recherches, etc. Enfin, voilà, ce sont toutes des... Est-ce que ça vaut la peine de dire qu'on ramasse tous les mégots de cigarettes dans le périmètre? Enfin voilà, ce sont toutes des questions, quoi. Alors, j'enregistre l'intervention, donc, vous l'aurez aussi. Donc voilà, ça c'est une chose, mais nous on fait des formations plutôt, par exemple, pour venir expliquer aux magistrats instructeurs quelles sont les évolutions en matière de mandat d'arrêt, donc de mise en détention préventive. Pour leur montrer, eux qui, par exemple, vont avoir tendance à dire « mais non, mais moi je suis hyper précautionneux, je ne mets que quand c'est absolument nécessaire », eh bien, montrer une série de chiffres permet de leur renvoyer une interrogation. Par exemple, en mettant en évidence des différenciations en fonction de l'âge, en fonction de l'origine ethnique ou des choses comme ça. Ce qui permet de les interroger. L'idée n'est pas de les mettre en cause, mais simplement d'opérer un retour en leur disant « regardez ce que la science dit sur votre pratique, qu'est-ce que ça vous inspire, comment est-ce que vous pouvez alors vous développer une vision de votre travail
et éventuellement faire évoluer vos pratiques si nécessaire. C'était Oui, vous qui non, étiez à l'initiative de l'ouverture de cette nouvelle prison et de mettre des magistrats en prison. non, c'est pas nous. Ça n'avait rien à voir. Voilà, Parce que ça aussi, ça peut être un bon Oui, manière de les former, parce qu'il y en avait un qui disait, moi je réfléchirais à 2 fois maintenant que Voilà. j'ai vécu. il y en a qui sont traumatisés, oui. Mais cela dit, la question du vécu de l'incarcération est une question qui est bien documentée, mais qui malheureusement fait l'objet de très peu d'enseignements, notamment vis-à-vis des magistrats, ce qui est problématique. Or, on a des études là-dessus, pour montrer quels sont les effets au niveau du vécu individuel de l'incarcération. Et alors il y a, et ça intéressera peut-être les porteurs de Daily Science, nous allons donc créer une revue qui ne sera pas concurrente, heureusement, mais qui sera une revue bilingue, grand public, publiant des résultats scientifiques, mais dans des textes d'un format aux environs de 30 000 signes. Ça, c'est la tendance revue nouvelle, évidemment. La tendance Brussels Studies, plus exactement. Et donc, ça sera gratuit. En ligne ou bien pas En ligne. En ligne exclusivement, PDF, bilingue, gratuit. Et nous, on sait comment on est financé. C'est nous qui allons payer. Non, mais Et vous avez beaucoup de sous? on engage un secrétaire de rédaction. On est en train de recruter. Mais donc, ceci dit, là, il y a potentiellement on n'est pas du tout dans les mêmes formats. Nous, l'usage qui est envisagé n'est pas une lecture en ligne sur matériel mobile, mais bien une lecture soit sur impression, soit sur tablette, au repos, avec entre une demi-heure et 1 heure qui est consacrée au texte. Donc c'est voilà, c'est ça, tout à fait. Vous allez formater ça en Kindle, en e-book, etc. Ça, ce sera à l'étude pour après. Non, j'avais fait le passage à l'e-pub pour Brussels Studies. Ça avait bien marché, mais dans un premier temps, on va commencer avec une première étape, parce qu'évidemment, chaque cycle de mise en page demande du personnel, du temps, etc. Mais c'est que technique. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est en création. Ça, c'est en création. Normalement, premier numéro en septembre. Le nom, c'est Justice et Sécurité, Justitie and Veiligheid. Et donc là, on ne publiera pas que des gens de l'INCC, mais bien des criminologues d'une manière globale. On recevra des textes en français ou en néerlandais, on procédera à la traduction pour aussi jouer un rôle qui est tout à fait manquant dans le paysage actuel, savoir un rôle de passerelle entre les deux parties du pays, puisque les paradigmes criminologiques sont quand même relativement contrastés entre le nord et le sud. Oui. Beaucoup plus d'influence des auteurs anglo-saxons au nord, beaucoup plus d'influence des auteurs français au sud, avec des traditions, notamment de positionnement politique et de définition de l'objet même de la criminologie qui sont assez différents. Des types de criminologie aussi? Oui. Donc, plus un questionnement du passage à l'acte au nord, en tout cas plus volontiers, alors qu'au sud, c'est quasiment considéré comme une hérésie. Le crime étant une construction sociale en soi, la question du passage à l'acte ne peut pas se poser puisque le crime n'est pas préexistant, en quelque sorte. C'est plutôt le comportement qui préexiste et la criminalisation qui est introduite. Et ça, c'est la conception des magistrats? Non, moi je parle de criminologues, les magistrats, mon Dieu. C'est hallucinant, ces 2 positions totalement différentes. Ce sont 2 positions différentes qui ne sont pas nécessairement inconciliables. Il y a des points de rencontre, l'INCC en est un, mais c'est assez rare en fait. Et voilà, il y a plus dans le monde anglo-saxon une tradition du criminologue comme soutien à la décision politique. C'est-à-dire, le criminologue est aussi celui qui produit une expertise qui permettra à l'État de mieux décider. Alors qu'au Sud, et dans la tradition française, l'idée est plutôt celle d'un criminologue qui examine le système avant même d'examiner le crime, parce que finalement, le crime est produit par le système. C'est-à-dire que c'est l'incrimination qui fait le crime, puisqu'il n'existe pas de crime en soi. Voilà, ça c'est le point de départ. Et donc, ça fait que les criminologues, à partir des années 50-60, ont commencé à se démarquer de cette position de soutien aux politiques. Et on dit, en fait, nous, on ne veut plus intervenir dans ce jeu-là, on est à l'extérieur, et finalement, on montre comment un phénomène qui s'appelle le crime se met en place, pas parce que des individus deviennent criminels, mais parce qu'une société construit son crime. Exactement, enfin, si on regarde dans une perspective historique, il devient évident aussi que chaque société a construit son crime. Alors,
il ne faut pas caricaturer, donc des questions de mise en place d'un ensemble de facteurs amenant à la délinquance sont posées au sud, de la même manière qu'au nord, il y a toute une série de criminologues qui se posent aussi la question de comment et pourquoi on incrimine ceci, comment on sélectionne les dossiers qui vont être poursuivis et ceux qui ne le seront pas, etc. Donc les contrastes ne sont pas si forts, mais on va dire qu'on peut... Voilà, c'est ça, il y a des tendances qui sont relativement différentes. Et alors, il y a peu de lectures croisées, c'est-à-dire rares sont les criminologues qui lisent de l'autre côté de la frontière linguistique. Les criminologues néerlandophones ayant tendance à lire des auteurs importants en anglais et à publier en anglais, et les criminologues francophones ayant tendance à lire des auteurs français et à publier en français. Peut-être en anglais, et en fait, généralement, quand est-ce qu'on se rencontre? Pas dans les colloques internationaux en anglais. Voilà. Et ça, c'est aussi voilà, c'est un tropisme culturel aussi, qui est logique et qui fait qu'il y a toute une tradition et que voilà, les criminologues belges, francophones regardent vers les Français, etc. Quoi. C'est aussi, voilà, c'est une chance, ça se construit aussi comme... C'est un fait social aussi. Voilà. Alors, ceci clôture, je ne sais pas si vous voulez me poser des questions maintenant. La partie sur la présentation de l'INCC, j'ai prévu une partie pour vous présenter ce sur quoi je fais des recherches pour l'instant, qui sont des recherches assez en marge de ce qui se fait essentiellement à l'INCC criminaux. Ah oui, pardon, quand même. Juste vous citer quelques recherches récentes que nous avons, donc des publications qui sont disponibles gratuitement chez nous, nos rapports, sous forme papier si vous voulez, sinon elles sont en ligne sur notre site, qui va être renouvelé et qui sera un peu plus agréable. Donc, la mise en liberté sous conditions, usage et durée d'une mesure alternative à la détention préventive. Donc, c'est la question du recours aux alternatives à la détention préventive et comment le système est géré. Recherche relative aux décisions des juges et des tribunaux de la jeunesse dans les affaires de faits qualifiés infractions. Ça, c'est le rapport dont je vous parlais tout à l'heure en matière de jeunesse, qui documente notamment la baisse du nombre de signalements au parquet. Analyse des processus de travail de la direction gestion de la détention et des directions pénitentiaires locales dans le cadre de la formulation d'avis et de la prise de décision en matière de modalités d'exécution des peines. Alors là, c'est une recherche qui a porté sur la clarification des processus de décision, notamment pour les congés pénitentiaires et les permissions de sortie, parce qu'on ne comprenait pas du tout quels étaient les critères, et donc personne ne comprenait pourquoi telle demande passait et telle autre ne passait pas. Donc là aussi, il y a parfois des problèmes. Et Wederopsluiting na vrijlating uit de gevangenis, c'est ce qui a précédé la recherche récidive qui est en cours, et qui est une étude qui a essayé de caractériser les retours en prison. Donc les réincarcérations, Wederopsluiting, ce qui n'est pas une récidive, parce qu'on peut être réincarcéré sans avoir commis de nouveaux faits. Par exemple, parce qu'on ne respecte pas sa conditionnelle. De la même manière qu'on peut commettre de nouveaux faits et ne pas être réincarcéré. Les recherches en cours, donc la recherche récidive dont je vous parlais, une recherche greffier de l'instruction et management de la justice qui se termine maintenant, une thèse qui est en cours sur le sentencing des juges de la jeunesse, c'est-à-dire les juges de la jeunesse, comment est-ce qu'ils pensent et prennent leurs décisions. Aussi, toute une terra incognita, parce que évidemment, la motivation des jugements n'est pas indicative des processus intellectuels, hein, elle est une discipline sociale en soi. Le magistrat sait qu'il y a des choses qu'il peut dire, d'autres qu'il ne peut pas, qu'il y a des choses qu'il faut dire, d'autres qu'il ne vaudrait mieux pas, ce genre de choses-là. Étude toujours en cours sur l'évolution à long terme de la population pénitentiaire, etc. etc. Dans le site renouvelé, on trouvera une fiche projet par projet en cours, et aussi une fiche projet par projet achevé, ce qui permettra aux visiteurs de voir tout ce qui est en cours actuellement, qui est en train de réaliser la recherche et quelles sont les échéances. Remise en septembre, remise dans 1 an, remise dans 2 ans parfois, mais ça permettra de se dire, tiens, finalement, ils sont en train de travailler sur quoi, ou qu'est-ce qui est en cours pour l'instant en matière carcérale, par exemple, etc. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à la deuxième partie. J'ai déjà parlé 53 minutes.